Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau programme 97.4 Foot Plus, avec notamment la journée complète du championnat de première division, la 20e journée précisément. On verra également des images de la demi-finale de la Coupe U19 et la victoire, l'exploit même on dira, de l'équipe du SDFA face à la Saint-Pauloise, et puis un portrait complet cette fois de Samuel Le Piètre, futur adversaire de l'Excelsior en Coupe de France. La fin de saison avec la 20e journée dont on va parler tout d'abord pouvait être décisive pour l'attribution du titre ou alors relancer tout simplement le championnat. Cela dépendait en grande partie du résultat de la Sainte-Marienne qui accueillait hier après-midi au stade de l'Est Jean-Yves l'équipe de l'Excelsior. Alors, les deux équipes connaissaient quand même le résultat de la veille entre la Saint-Pierroise et les Marsouins de Saint-Leu. Ont-ils été influencés ou pas? On va voir en tout cas les meilleurs moments de cette rencontre. Sainte-Marienne, Excelsior. Les Saint-Pierrois ayant gagné hier à Saint-Leu, on le verra tout à l'heure, donc les images de cette rencontre. Et les Sainte-Mariens, eux, étaient dans l'obligation de gagner pour espérer encore, pourquoi pas, un faux pas ultérieur au cours des deux dernières journées de l'équipe Saint-Pierroise. Même s'ils ne se sont pas pris la tête avec ce genre de raisonnement, ils avaient envie de gagner, de conserver le rythme, notamment en vue de leur prochain déplacement. La semaine prochaine, ils prennent l'avion lundi soir, précisément pour Paris, puis la Basse-Normandie, où ils vont rencontrer l'équipe de Saint-Lô. Et bien au final, l'Excelsior également qui avait besoin de se rassurer quelque peu avant son rendez-vous à Saint-Pierre, dimanche prochain également, pour y rencontrer l'équipe de Poissy. Et finalement, les deux équipes ont joué sur un bon rythme. Malheureusement, il n'y a pas eu de but dans cette rencontre. Et toute la première mi-temps notamment, on a surtout vu une équipe de Sainte-Marie ici, avec ce tir de Joël Amour qui va s'écraser pratiquement sur la transversale, et des buts du gardien Michael Grondin. La seule petite occasion de cette première mi-temps pour l'Excelsior, l'équipe de Saint-Joseph privée de plusieurs titulaires. On sait que, par exemple, Giovanni Sangoro n'est pas là. Il ne jouera peut-être même pas d'ailleurs la semaine prochaine face à Poissy au 7e tour de la Coupe de France. Et puis, on se retrouve à l'instant pour cette deuxième mi-temps. L'occasion la plus nette pour Gladysson face au gardien Saint-Josephois qui fait une excellente sortie. Gladysson qui rate là l'occasion d'ouvrir le score. Les Sainte-Mariens en seconde mi-temps vont à nouveau être les premiers sur tous les ballons. Ils vont faire tourner collectivement leurs actions avec par exemple, regardez, le Fabrice côté gauche pour son capitaine Mdoïma. Un petit peu trop long là aussi pour Gladysson. Les Sainte-Mariens beaucoup plus en jambes, beaucoup plus entreprenants. Regardez encore une nouvelle action Sainte-Marienne. Gladysson est au départ pour cette remise pour Ishiza dans le centre va trouver personne. Sibourabia qui va tenter sa frappe. Gladysson encore lui qui va dévisser totalement. Il a fait beaucoup de tentatives comme ses autres partenaires sans grand succès à ce niveau-là. Donc on en restera du reste à ce 0-0 au score final. Superbe contrôle d'Ishiza pour une dernière action Sainte-Marienne. Et c'est cette fois capitaine Mdoïma qui va faire son festival. Mais pas de chance pour lui non plus, ça passe au-dessus. Et ce 0-0 condamne de manière définitive l'équipe Sainte-Marienne dans la course au titre de champion 2015, laissant la Saint-Pierroise loin devant avec 7 points d'avance. On le verra tout à l'heure dans le classement. Il n'y a encore que Saint-Louis qui pourrait venir inquiéter les Saint-Pierrois, mais vraiment, je vous expliquerai tout cela au niveau des résultats des classements. Vous allez voir que Saint-Pierre est déjà champion pour tout le monde. Fred, comment interpréter ce résultat ? Par manque d'efficacité, puisque au niveau du jeu, je pense qu'on a produit, on s'est créé les meilleures situations. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les bonnes situations qu'on a eues pendant tout le match. Et surtout en deuxième mi-temps où on s'est retrouvé attaquant, gardien. Et malheureusement, sur un geste supplémentaire, on n'a pas su mettre le ballon au fond. Avec ce résultat, du coup, le championnat est verrouillé, Saint-Pierre est champion. Oui, mais de toute façon, c'est un petit peu le cas depuis un petit moment, puisque Saint-Pierre, avec 5 points d'avance, c'était pas évident non plus de rattraper. Nous, on aurait pu donner encore espoir et éventuellement si on gagnait cet après-midi. Mais là, avec autant de points d'avance, c'est quasiment fait. C'était une bonne préparation avant votre départ en métropole ?
Oui, du côté de mon équipe, oui, je pense qu'elle elle a su produire du jeu, elle a essayé de se créer des meilleures situations. Là où je vais me pencher un petit peu plus cette semaine en travaillant un peu plus devant le but. Mais en se créant des occasions, si on arrive à mettre les ballons au fond, on a plus de possibilités de jeu par la suite. Mais ça n'a pas été le cas ce soir. Saint-Lô, ça vous parle un peu plus aujourd'hui ou pas? Pas encore, pas totalement. Je vais m'y mettre dès demain, puisque demain j'aurai certainement des informations concernant l'équipe qu'on va jouer. Mais on sait que c'est une très bonne équipe de CFA, bien classée dans son groupe, qui joue face à des clubs pros, tels que Rennes, Brest et bien d'autres. Et nous, on sait la valeur de l'adversaire. Nous, on va essayer de représenter au maximum, dans le meilleur des cas, la Réunion. Vous disposerez de tous vos joueurs? J'en ai 19 qui vont voyager, les 19 joueurs vont voyager, sauf un qui ne fera pas partie du groupe, je veux dire en tant que joueur valide, c'est Kevin Androge qui s'est blessé mercredi dernier et il a une grosse entorse, il terminé pour lui la saison, donc il sera absent. Bernard, dans quel état d'esprit vous avez demandé aux joueurs d'aborder cette rencontre? Bon, déjà, on avait parlé de jeu et de plaisir. Donc, je voulais, en préparation du match de dimanche prochain, je voulais surtout qu'aujourd'hui, on court, qu'on se dépense bien sur le terrain et surtout qu'on retrouve du plaisir. Donc, voilà, donc ça a été en partie fait. Après, en deuxième mi-temps, il y a quand même du déchet technique. Mais bon, c'est bien, on va pouvoir travailler quand même la semaine avec ce qui a été fait aujourd'hui, de bien et de moins bien. Comment vont les joueurs mentalement? Je pense que ça va, ce match va les rassurer. On est quand même venu jouer à Sainte-Marie. Bon, on sort le match nul, c'est bien. En plus, on était très diminué, on a pas mal de joueurs absents. Donc ceux qui étaient sur le terrain, c'est bien, ils ont fait le match qu'il fallait. J'ai déplacé beaucoup de joueurs, on a modifié carrément la défense. C'était pas évident et on ne prend pas de but, donc c'est vraiment bien de leur part. Maintenant, voilà, donc c'est bien. Maintenant, on a une semaine pour se préparer pour ce match qui est pour nous très important contre un gros adversaire. J'ai des très bons renseignements sur cette équipe, donc ça va être un match difficile. Donc à nous de bien nous préparer et je pense que ce match-là va nous servir. Parlez-nous un peu plus justement de Poissy, que vous connaissez bien visiblement. Oui, disons que j'ai des renseignements. Bon, c'est une équipe qui est quand même deuxième ex-aequo de son championnat de CFA. C'est la meilleure attaque de son groupe, elle a mis 20 buts, donc devant ça doit être costaud. Samuel Piètre, vous connaissez? Je connais, j'ai appris à connaître depuis le tirage, je ne connaissais pas avant, mais je sais que c'est un bon joueur, un très bon joueur. Mais c'est une belle équipe, c'est une équipe qui est costaud, qui est très costaud physiquement et qui va vite vers l'avant. Donc on s'attend à un gros match, surtout s'ils ont mis 20 buts cette année, c'est que c'est quand même du costaud. Maintenant, c'est à nous, c'est un challenge, c'est la Coupe de France, c'est le charme. C'est votre vrai rendez-vous de la saison finalement, celui-là. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est notre objectif là, depuis 15 jours, 3 semaines. On sait que notre gros objectif, c'est ce match-là. On représente la Réunion, on reçoit ici. Voilà, on a envie de faire quelque chose de grand. On sait que ça ne va pas être facile, mais on sait qu'il y aura du monde derrière nous et j'espère qu'on fera plaisir. Cette contre-performance de la Sainte-Marienne signe la fin du suspense en cette fin de championnat, puisque la Saint-Pierroise a été impériale dans son déplacement chez les Marsouins de Saint-Leu. C'était samedi soir, les meilleurs moments de cette rencontre au stade du centre-ville. Une équipe des Marsouins qui voulait jouer son rôle d'arbitre jusqu'au bout. En tout cas, cela, on en est certain, avec le sérieux présenté par les joueurs de Jamal Bendouma. Les deux capitaines, vous les avez vus, Urbain pour l'équipe des Marsouins en rouge et Boesso pour la Saint-Pierroise. Deux équipes, je vous le disais, très motivées. La Saint-Pierroise parce qu'elle doit marquer, elle doit gagner pour donc confirmer son statut de futur champion 2015. Et cette première action dans la surface de réparation des Marsouins de Saint-Leu n'inquiète personne. Des Marsouins qui vont pouvoir repartir. Mais on va surtout voir cette équipe Saint-Pierroise à l'attaque. D'abord sur ce coup franc par exemple de Wilson Grossette qui voit Venketa Sala être à la parade. Damien Venketa Sala qui va être, bien malgré lui sans doute, le joueur central de cette rencontre et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Cette attaque des Marsouins qui est enrayée une première fois mais récupérée, faute ou pas faute. L'arbitre d'ailleurs va donner un carton à Gévia, aux joueurs des Marsouins, mais ce n'était pas vraiment évident.
Passons. Avec ce nouveau coup franc pour l'équipe Saint-Pierroise, toujours cette claquette de Vainqueta Sala, le gardien des Marchand, qui va se faire mal, il va reprendre sa place, rassurez-vous. Même s'il devra la quitter tout à l'heure, vous allez là aussi voir comment cela va se passer. Donc au cours de cette première mi-temps, cette équipe des Marsouins fait de la résistance, se crée quelques petites occasions, mais surtout une équipe Saint-Pierroise beaucoup plus incisive qui, sur des coups de pied arrêtés de Wilson Grossette notamment, parvient à porter le danger devant la cage des Saint-Leusiens. 0-0 score à la pause, les Marsouins tiennent toujours, les Saint-Pierrois vont chercher la solution. Quelle autre solution que sur les coups de pied arrêtés par exemple? Eh bien on va le savoir, un nouveau coup de pied arrêté sur une claquette encore une fois de Vainqueta Sala qui claque en corner. Et puis le tournant du match à la suite de ce non pas, ce petit cafouillage devant les cages saint-leusiennes, encore sur un coup franc de Wilson Grossette, mais sur cette contre-attaque menée par l'équipe Saint-Pierroise. Regardez. Angie Vardapin lance Lionel son arrière droit, faute ou pas faute de qui d'ailleurs, on ne sait trop. Là il y a une faute du gardien, c'est vrai, l'arbitre finalement n'hésite pas, va non seulement siffler le penalty contre l'équipe des Marseillais, mais surtout expulser le gardien de Saint-Leu. Alors là, effectivement, sur le deuxième jet, il y a une faute du gardien incontestablement, mais sur la première, vous allez le voir au ralenti, il y a peut-être une faute du joueur Saint-Pierrois même. Le contact il est direct, hein. Regardez. Là, il y a faute sur le gardien, c'est une évidence, mais là, il y a effectivement faute sur le joueur Saint-Pierrois. L'arbitre n'a pas vu la première faute, visiblement, il l'a vu la deuxième. Et en tout cas, les conséquences sont importantes pour l'équipe des Marsouins qui voient leur gardien expulsé. Ils font appel à leur deuxième gardien, Payet, et surtout, ils concèdent un pénalty, alors que jusque-là, ils avaient réussi à, au moins, pas rivaliser, mais en tout cas à tenir tête à cette équipe de la Saint-Pierroise, tout au moins au niveau du tableau d'affichage. Payet, donc, qui entre dans les buts pour essayer de stopper ce premier pénalty. Eh bien, il n'y arrivera pas, puisque ce pénalty sera tiré par l'homme en forme, l'homme providentiel de cette équipe Saint-Pierroise actuellement. Il s'agit de Wilson Grossette, lucarne, un but à 0 pour l'équipe Saint-Pierroise après l'heure de jeu. On sent la tension monter un petit peu de part et d'autre. Alors les matchs se poursuivent avec une équipe Saint-Pierroise qui va rapidement, 5 minutes après, marquer un deuxième but. Ce tripotage côté gauche pour un but de Angie Vardapin. Cette fois, les Saint-Pierrois peuvent penser qu'ils sont à l'abri. Ils mènent 2-0 à la grande joie de leurs supporters. Sur cette action un peu confuse, un penalty cette fois sifflé contre le Saint-Pierrois qui n'est pas du tout évident là non plus. Il y a bien deux joueurs Saint-Pierrois qui se heurtent et finalement c'est Andy Sophie qui ne se pose pas de questions pour réduire le score 2-1. À ce moment-là, tout est encore possible, d'autant que possible pour les Marsouins d'égaliser, d'autant que cette équipe saint-leusienne va se créer une très très belle occasion quelques minutes plus tard. Regardez, dans ce cafouillage devant la défense Saint-Pierroise, on a du mal à s'en sortir pour ce centre au deuxième poteau pour une tête détournée par le gardien Saint-Pierrois. On a eu chaud du côté des Cigognes. Malheureusement pour les Marsouins de Saint-Leu, les Saint-Pierrois vont mieux terminer cette rencontre pour marquer 2 autres buts. Le premier sur cette échappée d'Ivan, très remuant sur le côté gauche, un ballon qui profite à nouveau à Angie Vardapin pour son doublé de la soirée. 3-1 à ce moment-là, des Saint-Pierrois qui vont l'emporter finalement 4-1 grâce à un dernier but inscrit dans l'ultime minute par Mbazomo, qui était la conclusion de cette action à nouveau d'Ivan. Il est cette fois servi côté gauche. Et donc 4-1, belle victoire des Saint-Pierrois. Évidemment le titre de champion, il faudra vraiment un gros coup de malchance en cette fin de saison pour que les Saint-Pierrois n'empochent pas ce titre de champion de la Réunion. Ils sentent le coup, cette fois c'est la grande satisfaction dans les tribunes, même si mathématiquement rien n'est encore fait, mais un grand pas a été fait pour eux. Bah oui, comme tu dis, ça ne reflète pas les deuxièmes minutes du match, parce que quand je regarde le match, ça se joue sur des faits de jeu. Un penalty, je ne sais pas si c'est explicable ou pas, on laisse le soin à l'arbitre de faire. Après, des matchs comme ça se joue sur des détails. Je félicite Saint-Pierre, pas encore vers le titre, mais je pense que, en gros, je pense qu'à 0-0, le match aurait pu basculer de n'importe quel côté, que ce soit de notre côté, le côté de Saint-Pierre. Dans le jeu, je trouve que on a été présent quand même dans le duel, on a fait ce qu'il fallait, on est parti les chercher, on ne les a pas attendus, on est parti les chercher, essayer de les bousculer. Malheureusement on prend des buts, comme je t'ai dit, sur les faits de jeu, qui fait très très mal, franchement, comme je t'ai dit. Puis il y a des matchs comme ça, 4-1, c'est très douloureux. Mais bon,
après, comme je te dis, nous, on joue le maintien, on continue notre petit bonhomme de chemin, on va continuer de travailler pour les 2 matchs qui restent, on va préparer l'année prochaine. Oui, mission accomplie. C'était pas facile. On savait que ça, à Saint-Leu, sur ce terrain difficile, on s'attendait à un match compliqué. Ça l'était. On a trouvé un adversaire coriace, âpre, difficile à manœuvrer. Et c'est vrai qu'une première mi-temps où c'était eux qui jouaient le titre, j'ai envie de dire, puisqu'ils étaient sur tous les ballons et ils nous ont imposé encore une fois leur façon de jouer. On a su tenir, on a su garder notre calme et puis après en deuxième mi-temps faire la différence. Justement, cette différence est nue sur un fait de jeu. Tu en penses quoi? Ça fait partie du match, ça fait partie du jeu. On le savait, nous, on savait qu'il ne fallait pas faire de faute parce que justement, pour ne pas être confronté à ce genre de situation. Donc les joueurs ont été très rigoureux, on a été très attentifs. Et puis voilà, on joue là-dessus. Je pense que mon joueur il part au but, il est arrêté par le gardien de but dans la surface de réparation. Je pense que la sentence c'est ce que l'arbitre a décidé. Et puis c'est vrai qu'on marque là-dessus. Et puis à partir de là, on peut jouer plus sereinement, même encore une fois si l'adversaire nous a toujours poussé dans nos retranchements. Direction le stade de Jean Allan maintenant à Saint-Benoît où l'USB abattait une de ses dernières cartes pour précisément se maintenir en première division parmi l'élite. L'adversaire Saint-Paulois, que certains pensaient démobilisé, voire découragé, reste sur une probante victoire face à la Jeanne d'Arc la semaine dernière. Que s'est-il passé à Saint-Benoît, stade Jean Allan? Voici la réponse tout de suite USB Saint-Pauloise, les meilleurs moments. Les 2 capitaines, Gérard Hubert en blanc pour la Saint-Pauloise et pour l'USB Christopher Ferrer. Les 2 coachs, Jean-Sébastien Jaurès et Christophe Desbouillons à droite pour l'USB. Pour un match important pour les Bénédictins qui savent que sur cette pelouse, ils n'ont pas vraiment réussi de belles performances cette année. Et c'est peut-être le moment ou jamais de renverser la tendance. Première action, Saint-Paulois devant les buts d'Alexandre Catherine qui sera encore une fois excellent dans cette rencontre. Gérard Hubert est à la frappe, regardez un premier arrêt, puis un deuxième arrêt, pratiquement à bout portant, au milieu d'un paquet de joueurs, un arrêt réflexe qui vaut son pesant de cacahuètes parce que jusque-là, l'USB avait été un petit peu timide même si elle avait envie. Et puis cette contre-attaque, ce contre même de Ludovic Ouaro qui a l'occasion d'ouvrir le score. Mais Mathieu Pelops intervient dans les pieds de l'attaquant bénédictin fort à propos. Belle ouverture pour l'équipe Saint-Pauloise avec encore une fois Gérard Hubert. Les Bénédictins sont bien en place, ils sont solidaires et là Maxime Jean qui rate, non pas l'immanquable, on peut rater évidemment ce genre de situation, en tout cas avec le petit rebond, ça lui tape dans le mollet et ça part au-dessus. Heureusement pour l'USB qui en seconde mi-temps va à son tour se créer une première belle occasion sur cette frappe de David Martin qui va s'écraser sur la transversale des buts Saint-Paulois. Là, il est un petit peu en bout de course, en bout de force. Il tente sa frappe, ça ne marche plus. L'USB qui est très bien organisé, qui a très envie, qui est même très remonté tout simplement, a joué un match particulièrement sérieux, va finalement être récompensé avec ce tir contré, c'est vrai. Un tir de David Martin contré par la défense saint-pauloise et l'USB qui marque et qui mène à ce moment-là par un but à 0 sur ce stade Jean Allan. La Saint-Pauloise n'a, vous l'avez sans doute remarqué, pas montré grand-chose malheureusement dans cette rencontre, même si elle a joué le jeu, attention, elle a vraiment joué cette Saint-Pauloise, mais en face il y avait une équipe de l'USB qui ne lui a pas laissé beaucoup d'espace et qui s'est battue sur tous les ballons. Et en cette fin de rencontre, évidemment, on a cherché surtout à gagner du temps du côté de Bénédictin. Ça se comprend, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent cette victoire, 1-0. Ils pouvaient faire la fête dans les vestiaires, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis sans doute très très longtemps. L'espoir est toujours vivace. L'USB gagne donc par un but à 0. Ouais, vraiment envie de gagner là, vous avez vraiment envie de gagner. Ouais, tout à fait. Toute la semaine, j'ai vu le groupe bien déterminé. Ça s'est ressenti sur le terrain par rapport aux prestations récentes des dernières semaines qu'on a pu produire. Je pense que la différence elle est flagrante. Après, pour une fois, je pense que les 4 points, on les mérite. Et on prend un bon bol d'oxygène pour la suite, surtout pour le maintien. Il reste 2 matchs. On espère, on y croit. Tant qu'il y a la vie, on croit au maintien, tout à fait. Mais bon, par rapport à la suite, et là, je ne sais pas le résultat des concurrents. Du coup, un peu dans le doute. On verra encore.
Alors, c'est vraiment dans la tête que ça s'est joué. C'est-à-dire qu'à la limite, pourquoi vous n'avez pas joué comme ça ou avec autant d'envie d'autres matchs? Mais tout simplement, moi j'ai l'impression que faut vraiment attendre qu'on est au fond du gouffre pour produire du beau football. Et du coup, là, je pense qu'on a vraiment compris qu'on était au fond. On ne peut pas faire pire. Le coach a retourné, le coach a relevé toute la semaine qu'on ne peut pas faire pire de ce qu'on peut faire en ce moment. Et du coup, voilà, on était en danger, on a produit un beau jeu. Ça va. Après, à la fin, après le but, sur les images seulement vont parler. C'est pas un football que les spectateurs souhaitent voir, mais au final, les 4 points sont là. On passe à presque à 10 derrière, on balance, c'est le foot. On a besoin des points. On est obligé d'avoir ces 4 points pour y croire jusqu'à la fin. Voilà ce que l'on pouvait vous proposer en images. Voici le résultat complet de cette 20e journée. Les équipes du bas de tableau se sont révoltées. Regardez, l'USB qui bat la Saint-Pauloise. On a vu les images, 1-0. La Saint-Louisienne conserve un petit espoir pour le titre, pourquoi pas. On verra tout à l'heure dans le classement 4-0 sur le terrain de la Capricorne. Bras-Fusil également gagne au port face à la Jeanne d'Arc, 1-0. La Saint-Pierroise, on l'a vu, écrase les Marsouins, 4-1 sur ton deuxième mi-temps. Petite-Île bat le SDFA, là aussi entretient l'espoir de rester en première division, 1-0. Et puis Sainte-Marienne, Excelsior, on l'a vu également, 0-0. Ce dernier résultat nul écarte de manière définitive les Sainte-Mariens de la course au titre. Regardez, la Saint-Pierroise avec 65 points possède désormais 6 points d'avance sur la Saint-Louisienne, 3e la Sainte-Marienne. Alors, un petit mot là-dessus, la Saint-Pierroise avec 6 points d'avance à 2 matchs de la fin de ce championnat ne peut, au pire, si elle devait être battue 2 fois, que les Saint-Louisiens gagnaient 2 fois, être rejointe par les Saint-Louisiens à égalité de points. Le goal average particulier, les 2 équipes sont également à égalité, ayant gagné à chaque fois 1-0. Alors, ce sera le goal average général qui va les départager, et à ce moment-là, à ce jour en tout cas, les Saint-Pierrois ont 13 buts d'avance sur les Saint-Louisiens. On ne voit vraiment pas comment les Saint-Pierrois pourraient ne pas être sacrés champions de la Réunion 2015 avec ces données. Tout en bas, Petite-Île, USB, Bras-Fusil, Capricorne ne sont pas encore sortis d'affaires, vous l'avez fort bien compris. En deuxième division régionale, l'F Saint-Louis a battu l'Auxerre Léopard, la JS Ouest a gagné également, le Co Saint-Pierre a battu Grandbois, Sainte-Suzanne s'en sort bien face à Piton Saint-Leu, le forfait des Avirons à Saint-Denis, 3 bassins, Monaco, 2 buts partout, c'était dimanche après-midi. Et alors 3 bassins donc qui marquent le pas, qui perd en tout cas 2 points dans cette rencontre à domicile. La Ligne Paradis et Saint-Philippe se sont quittés également dos à dos, un but partout. Il y a eu beaucoup de buts à l'occasion de cette 24e journée du championnat de 2e division régionale. On ne doit pas s'en plaindre. Au classement, donc le Saint-Denis Football Club avec 10 points d'avance est quasiment assuré, même si ce n'est pas encore fait mathématiquement de jouer parmi l'élite la saison prochaine. Sainte-Suzanne prend un petit avantage sur 3 bassins avec 2 points d'avance et donc se positionne comme sans doute le vrai dauphin de l'équipe dionysienne actuellement. Grandbois est à la 4e place, tout comme Piton Saint-Leu juste derrière. La JS Ouest également a fait une bonne opération. Et tout en bas, regardez, les Avirons et l'Entre-deux sont pratiquement condamnés. On va voir maintenant la qualification de l'équipe du SDFA face à la Saint-Pauloise. Et là, on va parler des U19. Ce sera en coupe, l'occasion de montrer des joueurs qui seront parmi l'élite du football réunionnais, on l'espère pour eux, en tout cas au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Puis de parler également des éducateurs qui œuvrent souvent dans l'ombre. Les U19, les jeunes, donc, SDFA Saint-Pauloise, en demi-finale. Le SDFA tout à sa joie avec l'intégration de quelques jeunes qui évoluent chez les seniors habituellement a épinglé un nouveau favori à son palmarès. Évoluant en division excellence après la Saint-Pierroise et la Jeanne d'Arc, c'est tout simplement l'actuel leader Saint-Paulois qui a été la victime des Dionysiens. 0-0 au final, ils ont eu recours au tir au but pour obtenir leur billet et au final c'est un nouvel exploit qu'ils réalisent. 2 heures avant, on est parti à la rencontre des coachs. On revient un petit peu sur le championnat, vous évoluez dans quelle division, vous êtes classé combien? Alors on évolue en championnat excellence, pour l'instant on est premier, en espérant que ça continue jusqu'à la fin de saison et on va essayer de retrouver l'élite dès la saison prochaine. Fabrice Augeray, alors tu deviens quoi du coup? Là je suis depuis charité ma carrière de footballeur au sein de la Saint-Pauloise, j'ai décidé d'être éducateur au niveau des jeunes.
Donc comme c'est Christian qui m'a lancé dans le bain en revenant de Saint-Pierre, j'ai pris goût, mais maintenant, ça fait 2 ans que je suis avec le U19. J'étais adjoint avec Henri Siva l'année dernière, et maintenant je suis l'entraîneur principal. Et donc je découvre vraiment c'est quoi le métier, parce qu'on passe de l'autre côté. C'est vraiment un métier pas facile, surtout avec les jeunes d'aujourd'hui. Je suis arrivé il y a 4 ans sur l'île de la Réunion, donc à Saint-Denis. Donc auparavant j'étais sur Montpellier, dans la région de Montpellier directement, où j'ai joué, où j'ai entraîné également des U15 honneurs, entre autres, des seniors au niveau entreprise. Et donc après un projet de vie a fait que je suis arrivé sur l'île de la Réunion il y a 4 ans de cela. Ok, du coup maintenant tu es sur les jeunes du SDFA, les U19 ? C'est ça, quand je suis arrivé à Saint-Denis, je me suis installé dans le quartier du bas de la rivière. Donc je me suis intéressé au SDFA, j'ai été les voir, j'ai trouvé la philosophie de jeu et le potentiel des jeunes super intéressant. J'ai commencé avec les U15, j'ai enchaîné après avec les U17 et là aujourd'hui je suis donc le coach U19 et en même temps je m'occupe j'ai la responsabilité de la formation donc, des jeunes des U14 jusqu'au U19. Justement, parlant des U19 qui sont retenus avec l'équipe première, ils ne descendent pas justement pour une demi-finale de cette envergure? Vu avec la pénurie de blessés et les départs qu'on a eu en équipe senior, donc ils ne peuvent pas descendre parce qu'il faut faire descendre et puis pénaliser l'équipe senior aussi. Et donc je ne pense pas à l'utilité d'un jeune de descendre. Après, si on avait l'effectif pour avec les seniors, je pense que tous mes 19 ans auraient pu descendre. Mais maintenant, comme on a une pénurie de blessés et des départs, donc il y en a certains qui préfèrent rester. Et je préfère qu'ils restent en haut que de descendre. Justement, on va revenir un petit peu sur ces U19 en championnat. Le parcours, c'est quoi actuellement? Actuellement, on est premier avec 3 points d'avance. Saint-Pierre est deuxième. Donc, comme je dis, on prend match après match. Il reste 4 matchs. On verra jusqu'à où on pourra y aller et faire un bilan juste à la fin. Les jeunes d'aujourd'hui, là, de 2015, la génération 2015, vont essayer de suivre un petit peu leurs aînés. La génération de Johan Boulard, de Sébastien Cavidi, des personnes qui ont vraiment marqué le club. Donc ils sont là aussi pour reprendre le flambeau. Donc on va essayer de prendre du plaisir, on va essayer de se régaler. Et puis on va essayer d'aller au bout surtout. Pour un club justement qui joue en excellence, c'est quand même un exploit de battre la Saint-Paulois ce soir qui est premier du classement. C'est une belle satisfaction. C'est une belle satisfaction. On avait déjà réalisé un beau parcours par le passé en éliminant la Saint-Pierroise avec la Jeanne d'Arc également. Donc là les garçons assurés, je suis très content pour eux. La Saint-Pauloise a fait un très bon match, très accrocheur. Donc ça a vraiment été une belle demi-finale, c'était très serré, très serré. Ça a été une belle bataille au milieu de terrain, mais je suis content parce que les garçons travaillent beaucoup, ils travaillent bien et ils ont été récompensés. Ce sera une finale entièrement dionysienne, la finale U19 2015 SDFA Saint-Denis Football Club. L'Excelsior a l'occasion de sauver sa saison dimanche prochain. Les Saint-Josephois accueillent Poissy en Coupe de France au 7e tour. L'équipe de Poissy qui est une équipe de CFA, une solide équipe de CFA qui possède en son sein un Réunionnais. Il s'appelle Samuel Pietre. Eh bien, figurez-vous que nous avons retrouvé un sujet que nous avions tourné sur ce garçon en 2002, juste après qu'il soit sacré champion du monde dès 17 ans, en compagnie notamment de Florent Sinama-Pangol ou encore de Guillaume Plessis. Alors, il était surclassé à l'époque en CFA au PSG et aspirait à devenir un des grands animateurs du football français. C'est avec Edine Deschlech que nous avions tourné ce reportage qui nous replonge dans nos souvenirs, puisqu'à cette époque, c'est Cambouaré qui entraînait la CFA du Paris Saint-Germain, que les années ont passé depuis, mais avec plaisir. On revoit ce reportage. Passez même pour nous, vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas privé. On a parlé, le journal, donc cette semaine, avec un titre parlant notamment des jeunes joueurs susceptibles dans quelques années de faire partie de l'équipe de France, les Bleus en herbe. Donc tout simplement, il y a quelques jeunes joueurs. Florent n'y est pas puisque il était malade, vous le savez, il se remet tout doucement de sa mononucléose. Mais par contre, il y a 2 joueurs réunionnais, donc Samuel Pietre justement. Le titre, c'est tout simplement la pépite réunionnaise. Et puis juste à côté de lui, donc Plessis, le juste milieu, qui est au Racing Club de Lens, qu'on le connaît un petit peu moins, c'est vrai. Alors donc, Samuel Pietre, on vous propose de le découvrir maintenant. On l'a rencontré du côté du Paris Saint-Germain là-bas.
où il s'entraîne avec un certain Antoine Cambouaré. Il évolue en CFA le plus souvent, même s'il n'a pas tout à fait l'âge, c'est dire son potentiel. Eh bien, on vous propose donc de mieux le découvrir. Il est juste à la porte donc, du professionnalisme du côté du Paris Saint-Germain. Samuel Piètre, portrait. Et c'est ici, du côté donc du centre de formation du PSG, qu'il vit et qu'il s'entraîne aux alentours. Il faisait froid et il pleuvait, mais il a du courage et du talent. On y va. Mes parents ils sont originaires de La Réunion, ils sont nés là-bas, ils sont de là-bas. Donc, quel coin? Mon père il est de Saint-Benoît je crois, et ma mère elle est du Tampon. Et toi tu es né ici, donc et tu vas régulièrement à La Réunion, ça te parle? Moi j'y vais tous les ans, ça permet un peu de se libérer, de penser à autre chose, de voir un peu la mer, parce qu'ici on la voit pas souvent, donc j'y vais tous les ans comme ça. Tu parles créole un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais. Il fait partie de ceux, on va dire, des rares des moins de 17 qui jouent avec moi, parce que c'est vrai que je joue en CFA à 17 ans, c'est pas permis à tout le monde, et je crois que dans cette équipe ils sont 2, voire 3 maxi, et celui qui confirme c'est Samuel, et puis bien sûr on est en train de le pousser, mais en même temps donc le faire aussi garder les pieds sur terre, parce que ça peut aller vite dans les deux sens, mais bon, de ce côté-là on est là. Alors championnat du monde des moins de 17, parle-nous un petit peu de ça, c'est une super aventure, non? Pour nous c'est une super aventure, donc en plus que d'être champion du monde à 17 ans, c'est la première fois. Et bon, c'est superbe. Hein. Ouais. C'est un rêve. L'ambiance qu'il y avait là-bas et puis le niveau de jeu aussi. Le niveau de jeu il était très élevé. Donc c'était des joueurs assez très forts, en plus qui jouaient au niveau au-dessus. Donc, et l'ambiance du groupe formidable. Donc on s'entend tous bien. Depuis 2 ans on est ensemble, on joue ensemble. On est bien. Tout ça là, ça renforce l'ambition, ça donne envie forcément d'aller plus loin. Quand l'équipe A est championne du monde, championne d'Europe, vous champion du monde, forcément on se dit qu'il y a une spirale qui existe. Donc c'est formidable, on essaye de suivre les grands, dire qu'il y a un chemin à suivre et donc on essaye de le suivre. Justement, alors ce titre champion du monde, est-ce qu'il est revenu transformé? On imagine que oui, il a dû prendre confiance en lui, en ses qualités, mais en même temps, le garçon, l'homme, est-ce que ça a changé quelque chose? C'est clair que ça a décuplé donc sa confiance, et ça c'est une très bonne chose. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il avait aussi apporté un plus à ses copains. Ses copains, donc le voyage champion du monde, ça donne des idées, beaucoup. Mais lui, donc bien sûr, il est arrivé un peu fatigué en matière de la Coupe du Monde. Il a eu un petit creux et puis là c'est reparti, je dirais sur le plan physique et puis sur le plan du foot. Au niveau de l'homme, non, il n'a pas changé. Mais bon, moi je m'efforce de le surveiller de près et puis moi j'hésite pas parce que je me connais. J'aime bien, moi, plus ils ont du caractère et plus ça m'arrange, on va dire. Non, mais de ce côté-là, c'est un garçon qui est adorable et puis qui est intéressant dans le travail parce qu'il ne rechigne pas à la tâche. Donc de ce côté-là, je suis hyper satisfait. Ouais, c'est vrai que je suis quand même j'ai un gros caractère, donc je ne me laisse pas faire comme ça. Mais sinon, je suis assez timide, donc je suis un peu réservé. Du caractère, c'est indispensable dans ce milieu, non? Donc il faut avoir du caractère pour pas se faire marcher dessus quand même. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, c'est un monde assez dur. Et faut être assez fort. Ton ambition, c'est quoi? Mon ambition d'être professionnel. Hein. Mon but, c'est quand même d'acquérir un niveau professionnel et de jouer régulièrement en pro. Très honnêtement, c'est bien parti là, non? Tu as été une fois le 17e, certes, mais au moins dans le groupe, appelé dans le groupe pro. Bon, l'idée, c'est peut-être de creuser cette piste. Peut-être pas forcément pour cette année, mais l'année prochaine. Donc, mon but, c'est quand même de faire quelques entraînements avec les pros cette année. Moi, j'ai eu l'occasion d'être dans le groupe avec les pros. Bon, c'est une expérience à avoir. Donc, j'espère que ça va se reproduire avant la fin de l'année. Mais l'objectif premier, c'est d'intégrer l'équipe première et puis surtout de s'imposer. Moi, je pense que quand on a été formé dans ce club-ci, le rêve qu'on a tous, en tant que jeunes, c'est de devenir une star au Parc des Princes, parce qu'on a la chance d'avoir un stade magnifique. Et moi, je suis peut-être bien placé pour en parler, parce que j'étais à Nantes, j'étais formé à Nantes. Et mon rêve, quand j'étais à Nantes, c'est de dire un jour, j'aimerais bien jouer au PSG, parce que stade magnifique, ville magnifique. Donc lui, il faut qu'il profite de la chance qu'il a d'être au club, de dire son objectif premier, c'est de devenir un des maîtres à jouer de cette équipe du Paris Saint-Germain. Raconte-nous un petit peu, Samuel, ta semaine type ici au centre de formation avec le match en fin de semaine. En fin de compte, ça passe par tout est bien fait. C'est fait que c'est réparti entre les cours et l'entraînement. Donc le lundi c'est cours, le mardi c'est entraînement le matin et l'après-midi c'est cours.
Mercredi, c'est le matin l'entraînement. L'après-midi, c'est court. Le jeudi, c'est l'entraînement le matin. Et l'après-midi, on est libre. Donc le vendredi, c'est le matin entraînement et l'après-midi, on est en accord. Puis je profite de l'occasion pour souhaiter un petit bonjour à tous mes amis de La Réunion. On est tous des îles. Moi, je suis de la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui savent. Donc voilà, gros bonjour des gens des îles un peu expat parce que c'est vrai qu'ici, on n'a pas trop la chance. Il fait pas super beau. Bon, j'espère qu'ils vont nous donner un peu de chaleur là, de La Réunion. Voilà, un bisou à tous. Bon, je passe le bonjour à tous mes amis, surtout ma famille au tampon, ma grand-mère, à mes cousins. Et bon, à la possession aussi, j'ai de la famille. Je passe le bonjour. Samuel Piètre qui n'aura pas réussi véritablement donc à percer au plus haut niveau, mais il avait pourtant du talent. Vous avez vu en tout cas les conditions difficiles dans lesquelles il s'entraînait à l'époque et n'a pas rechigné à l'ouvrage dans ce reportage. En tout cas, cela nous rappelle combien il est difficile, en tout cas pas simple, de devenir un joueur de très haut niveau. C'est en tout cas très très sélectif. Allez. On termine notre long magazine avec ce sujet rétrospective Omnisport. On va parler de squash, direction Saint-Pierre. Et même si le reportage date de 2014, c'est toujours sympathique de revoir ces images avec notre champion, Lincou, tout simplement. C'est un sujet de Alexandre Gilles pour 974 TV Squash dans 974 Foot Plus. C'est maintenant. Bienvenue aux internationaux de squash. Finale des internationaux squash de La Réunion, donc l'année 2014. Donc c'est la deuxième fois qu'on organise cette manifestation et on invite des joueurs, donc des très bons joueurs et joueuses donc de partout dans le monde. Et notre invité vedette cette année, c'était Thierry Lincou himself, donc il nous a fait le plaisir de venir partager avec nous ce moment. Donc il n'a pas seulement participé et partagé la compétition, mais il a également participé à des actions envers les jeunes, envers les écoles de squash, envers les différents clubs. Donc c'était un moment très agréable. Pour donner du spectacle, il faut être en forme, parce qu'il faut être solide sur les jambes. Il faut être créatif, donc c'est pas si facile que ça en fait. Tu vois, tu peux pas te laisser aller laisser aller complètement et espérer, faire du show qu'avec ta raquette, ça n'existe pas. La Ligue effectivement a des grands projets dont un normalement qui devait se réaliser cette année, c'était d'organiser le jubilé de Thierry Lincou. Pour des problèmes de logistique, de matériel, donc on l'a décalé sur l'année prochaine et pour ça on souhaite acquérir un court de squash vitré. On souhaite le réutiliser dans notre participation donc en tant que sport de démonstration pour les Jeux des îles. Et ensuite, ce cours sera utilisé dans le futur Pôle Espoir. Grâce au département, on a pu, au niveau de la Ligue, embaucher 4 emplois à venir. Donc on est formé en tant qu'animateurs sportifs. Donc c'est eux qui interviennent sur les actions d'initiation de découverte avec les squashers. On a une aide au niveau fonctionnement, on a également une aide donc, au niveau de la manifestation. Donc ça nous permet de réaliser plusieurs actions envers les jeunes, envers tout le public, parce qu'un des objectifs de la Ligue, donc, c'est de positionner le squash en tant que sport pour tous, c'est de le positionner aussi en tant que squash sport santé. La semaine prochaine, place donc au 7e tour de la Coupe de France avec l'Excelsior qui tentera l'exploit dimanche au stade Michel Vonnet à Saint-Pierre face à l'équipe de Poissy, une solide équipe de CFA. Et puis la Sainte-Marienne de son côté jouera en Basse-Normandie contre le FC Saint-Lô. On vous parlera de tout cela dimanche prochain à 13h et puis lundi soir, vous le savez, à 21h. En attendant, passez une excellente semaine et à très vite. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.